Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Nous suivrons notamment une opération menée ce matin à Annecy pour lutter contre la puce de canard, cette infection de la peau provoquée par des petites larves situées dans les lacs. Elles aiment bien s'attaquer aux baigneurs et provoquent des démangeaisons. Ces opérations ont lieu chaque année avant la grande période estivale. Et puis nous nous intéresserons à la fonte des glaciers qui s'accélère. C'est vrai notamment pour la mer de glace à Chamonix. Et c'est une conséquence du réchauffement climatique qui concerne aussi l'Antarctique avec la fonte de la calotte glaciaire. Un sujet que connaît bien mon invité Gaël Durand. Il est chercheur au laboratoire de glaciologie de Grenoble. Enfin, un mot de votre météo avec un soleil généreux en plaine et en vallée et une chaleur digne d'un mois d'été, 29 à 32 degrés en plaine. À noter quelques nuages inoffensifs en haute montagne. Mais d'abord, un instituteur remplaçant va être présenté à un juge d'instruction après l'agression sexuelle d'une fillette de 5 ans à Gaillard, en Haute-Savoie. Placé en garde à vue depuis lundi, l'homme nie les faits et une analyse en urgence de l'ADN relevée sur les vêtements de la fillette a montré qu'il n'appartenait pas au suspect. Le parquet de Thonon a cependant requis la mise en examen de l'instituteur remplaçant et son placement sous contrôle judiciaire. En Haute-Savoie, toujours, le parquet a requis la relaxe pour la société des remontées mécaniques de Morzine, jugée hier devant le tribunal de Thonon-les-Bains pour la mort accidentelle d'une skieuse de 9 ans il y a 2 ans. La petite fille avait percuté une barrière en bois située en contrebas d'une piste. La décision du tribunal a été mise en délibéré. Marion Feutry, Frédéric Pasquette. C'est encore bouleversé par le drame survenu il y a 2 ans que la mère de Marine et son compagnon assistent à ce procès. Dans les esprits, une question: quelles sont les causes de l'accident de ski qui a coûté la vie à la fillette? Pour l'accusation, la responsabilité de la société d'exploitation des pistes de Morzine est engagée. Notre rôle à nous, en agissant en justice, c'est à la fois d'apporter la réparation qui est nécessaire, mais ensuite de tirer le tocsin et la sonnette d'alarme pour ceux qui ont la responsabilité de l'aménagement des pistes et de la sécurité, de façon à ce qu'ils tiennent compte de tous ces paramètres, de façon à ce qu'on évite au mieux, on n'évitera pas tous les accidents, mais qu'on évite au mieux des drames de ce genre qui, là, franchement, un simple filet de sécurité, il n'y avait pas de drame, il n'y avait pas de mort. Le 4 mars 2013, la petite Marine Weber, 9 ans, descend cette piste bleue réputée difficile pour les débutants. Très vite, elle perd le contrôle et vient percuter ces barrières en bois. Son casque ne suffira pas à éviter le traumatisme crânien dont elle décède 1h30 plus tard. Alors cet endroit était-il suffisamment protégé? C'est la question au cœur des débats. Dans notre dossier, il faut bien le dire, il n'y a jamais eu d'accident à cet endroit-là. Depuis 1934, il y a une exploitation de ce secteur sans qu'il y ait eu le moindre accident. Alors évidemment, quand on prend connaissance d'un accident, il me paraît impératif, sauf à être, j'allais dire, complètement absent du problème de sécurité, de prendre des mesures adaptées. Mais ce n'est pas pour autant une reconnaissance antérieure d'une quelconque faute, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Au tribunal de déterminer si la société du téléphérique de Morzine-Plénay a commis une faute ou une négligence. Le procureur a requis la relaxe. Le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet. Justice toujours et l'on reparle du dossier des disparus de l'Isère. Ce matin, les avocats et familles sont allés demander la poursuite de l'enquête devant la chambre d'instruction à Grenoble. Et ce pour les disparitions toujours mystérieuses de 2 enfants à Bourgoin-Jallieu et à Saint-Martin-d'Air. 2 disparitions qui s'ajoutent à une liste déjà très longue. Rappel des faits avec Christian Deville. Les disparus de l'Isère. Sous ce terme sont rassemblées 10 affaires non élucidées concernant des enfants, 6 meurtres, une tentative de meurtre et 3 disparitions intervenues entre 1983 et 1996. À l'époque, les familles des victimes s'interrogent, craignent l'existence d'un tueur en série et se mobilisent pour exiger des moyens d'investigation suffisants. En 2008, une cellule d'enquête spécifique est créée, Mineur 38. Ces travaux aboutiront en juillet 2013 à l'arrestation d'un homme de 37 ans accusé du meurtre de 2 fillettes. L'hypothèse du tueur en série est également abandonnée. Pour les autres affaires, rien de nouveau n'est apparu. En novembre 2014, le procureur de la République de Grenoble prononce alors le non-lieu sur les disparitions de Charazet Bendouyou, disparu le 8 juillet 87 à Bourgoin-Jallieu, de Ludovic Janvier, disparu à Saint-Martin-d'Air en mars 83, et de la tentative d'homicide de Grégory Dubrul en juillet 87.
Décision insoutenable pour les familles des 2 disparus qui font immédiatement appel. Selon leur avocate, rien n'empêche la poursuite de ces dossiers, d'autant plus que d'après elle, toutes les pistes n'ont pas encore été totalement explorées. Comme chaque année depuis 10 ans, une opération de prévention contre la puce de canard est menée sur les plages d'Annecy. Un procédé mécanique est utilisé pour tenter de supprimer ce parasite qui provoque des affections sur la peau des baigneurs, généralement sans gravité mais très gênante. Xavier Schmitt, Didier Alban. Le principe est simple, un engin amphibie griffe le fond du lac avec une herse. Il va ainsi réduire la densité de certains mollusques aquatiques, car la puce du canard est en fait une larve parasite qui infeste ces mollusques et les canards. Est-ce qu'on a pu quantifier le nombre de mollusques qui sont supprimés? C'est à peu près 80% de mollusques supprimés après l'intervention. Des 2 interventions, parce qu'on passe 2 fois. La larve parasite est la bête noire des baigneurs en eau douce et peu profonde. Elle provoque ce qu'on appelle la dermatite cercarienne, une affection cutanée généralement bénigne, mais provoquant rougeur et des mangeaisons. Depuis 10 ans, avant chaque été, la lutte contre la puce du canard est relancée avec succès. On demande aux personnes de faire une déclaration au niveau des municipalités. On s'est aperçu qu'avant, il y avait environ une centaine de piqûres par an. Et maintenant, on était une petite dizaine par an déclarées, effectivement. Les baigneurs aussi sont invités à participer à la prévention. Par exemple, ne pas donner à manger aux canards. Ça provoque des regroupements. Et qui dit regroupement dit augmentation de la probabilité de véhiculer la puce du canard. La deuxième raison, c'est pour l'espèce elle-même, parce que le pain, ce n'est pas un aliment adapté pour ces oiseaux-là, qui sont des herbivores. Autre recommandation pour les nageurs, éviter les baignades prolongées et bien se sécher en sortant du bain. Cette information à lire entre autres sur notre site internet France 3 Alpes. Le plus grand accélérateur de particules du monde, le LHC du CERN, entame aujourd'hui une nouvelle phase d'expérience inédite pour comprendre les mystères de la matière et de l'univers. Et ce, après 2 ans de maintenance pour gagner encore plus en puissance. C'est une des nombreuses conséquences du réchauffement climatique. Les glaciers du massif du Mont Blanc fondent à vue d'œil. La mer de glace, notamment, perd en épaisseur et en longueur. Et le manque de neige cet hiver confirme cette tendance. Des glaciers examinés de près par les chercheurs grenoblois. Reportage Denis Sébastien, Jean-Claude Martin. Quand on arrive par le train, le spectacle est toujours grandiose. Mais en remontant 100 ans en arrière, le changement est frappant. À l'époque où la gare du Mont-en-Vert est construite, la mer de glace est accessible en quelques minutes de marche seulement. Aujourd'hui, il faut descendre beaucoup avant de pouvoir toucher la glace. Lorsqu'il a été construit il y a 27 ans, ce téléphérique arrivait directement au glacier. Oui, vous étiez presque à la glace, donc juste après la cabane à Jean-Marie, dans le premier virage là, vous alliez tout de suite la glace, donc dans les années 80. Petit à petit, année après année, un gigantesque escalier a été construit pour suivre la décrue du glacier. Depuis 40 ans, Jean-Marie Claret est responsable de la grotte creusée chaque année dans la glace, toujours plus bas. 1988, on était là. Le glacier était 3 mètres en dessous de nous. Et aujourd'hui 90 mètres, plus bas. En descendant, des repères donnent une idée précise du retrait du glacier au fil du temps. 4 mètres de fonte par an en moyenne, l'escalier s'allonge chaque année. Grosso modo, entre 20 et 25 marches par an. En plus. En plus, voilà. La fonte estivale, qui n'est plus compensée par la neige qui tombe en hiver. La mer de glace perd en épaisseur et en longueur. 800 mètres de moins en 15 ans. Plus haut en altitude, ces alpinistes lourdement équipés sont des glaciologues. Ils s'apprêtent à mesurer l'évolution du glacier. Là, on est sur l'arête de l'aiguille du Midi et puis on va descendre un peu plus bas au col du Midi à 3500 mètres d'altitude et c'est là qu'on fait les mesures de l'épaisseur du manteau neigeux. Au pied du Mont Blanc, un immense plateau glaciaire de plusieurs kilomètres carrés, en quelque sorte la source de la mer de glace. Les glaciologues se répartissent un peu partout sur sa surface. Ici, on est dans la zone d'accumulation du glacier. Donc effectivement, c'est la zone réservoir, c'est la zone d'alimentation. C'est là où le glacier prend sa source et il reçoit beaucoup plus d'accumulation qu'il y a de fonte. Les scientifiques viennent ici plusieurs fois par an pour faire leur relevé, sur des points précis, repérés par GPS. Là, ce que je fais réellement, c'est vraiment de pouvoir les positionner avec précision. Là, on a une précision qui est, on va dire, de quelques centimètres dans toutes les directions. Ce qui les intéresse,
connaître la hauteur de neige tombée pendant l'hiver et grâce à un carottage, étudier sa densité. Un travail qui permet aussi de remonter le temps et la météo des derniers mois. On voit qu'il y a une petite strate de glace qui correspond certainement à un événement chaud qui a eu lieu en avril. Cette couche de glace correspondrait à cet épisode de fonte. Alors là, oui, il faudrait avoir la mesure exacte là, bien propre. Au bout d'1 heure de forage, ils atteignent la couche de glace de l'année précédente. Les glaciologues peuvent donc en déduire la quantité de neige tombée cet hiver. Elle est moins importante que d'habitude, inférieure à 6 mètres. Alors, on a un manteau neigeux qui est faible et ça a des conséquences directes sur le bilan de masse du glacier, puisque le bilan de masse annuel du glacier est lié à la fois à l'accumulation de neige et à la fois à la fonte estivale. Des observations qui confirment celles déjà réalisées ailleurs. Douceur et manque de neige cet hiver risquent de se traduire par une fonte encore plus importante cet été. Dans la vallée de Chamonix, le recul des glaciers, comme ici celui des Bossons, est spectaculaire. Pour les alpinistes, certaines courses de neige et de glace ne se font plus en été ou différemment. On est obligé de les faire soit en hivernal, soit au printemps, et vraiment de la faire toutes de nuit et de redescendre très tôt le matin avant que le soleil puisse réchauffer la neige et dégeler les cailloux qui nous tombent dessus, quoi. La grotte creusée dans la mer de glace est désormais protégée par des bâches pour ralentir la fonte. D'après les projections des scientifiques, d'ici à 2040, le glacier pourrait encore reculer de plus d'1 kilomètre. Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille Gaël Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS au laboratoire de glaciologie de Grenoble. Alors dans le reportage, il est notamment question de la mer de glace, mais ce réchauffement, ce phénomène concerne beaucoup d'autres glaciers. En effet, si on se base sur ce qui a été observé à l'échelle de la planète, beaucoup de glaciers reculent. Alors chaque glacier, par rapport à son voisin, peut avoir un comportement spécifique, mais de manière générale, toutes les régions de la planète voient leurs glaciers reculer, perdre de la masse. Les Andes, l'Himalaya, l'Alaska, il n'y a pas d'exception. Quand on regarde à l'échelle d'une région, il n'y a aucune exception. Pas d'exception, et aussi en Antarctique. Absolument. C'est un sujet, que vous connaissez bien, et c'est pas là forcément où on l'attendait, ce réchauffement. Alors, le réchauffement est plus important sur les pôles. Ce à quoi on ne s'entendait pas, c'est à une réaction aussi rapide des calottes de glace. Donc, les calottes de glace sont des glaciers qui sont énormes, qui font plusieurs kilomètres de large, qui sont épais de plusieurs milliers de mètres. Et on s'est aperçu il y a une quinzaine d'années que les glaciers sur les bords fondaient au Groenland et s'accéléraient. Et alors, dans le cas de l'Antarctique, ils ne fondent pas, mais ils s'accélèrent et dégagent de plus en plus de glace vers l'océan. Mais c'est dû à quoi? C'est l'océan qui est plus chaud? C'est dû à quoi? Deux effets. Donc, au Groenland, c'est effectivement l'océan qui vient réchauffer les langues glaciaires et les aider à s'accélérer. Et puis, dans le cas du Groenland, c'est de la fonte en surface qui s'infiltre et qui vient aider le glacier à glisser sur son socle. Ça va plus vite que prévu? Ça va plus vite que prévu et c'est assez général. Donc encore une fois, d'un glacier à un autre, il peut y avoir des spécificités, mais globalement, la côte est-ouest du Groenland a accéléré, la partie ouest du continent antarctique a accéléré et continue à le faire. Et malheureusement, sans surprise, d'une année sur l'autre, on aperçoit toujours cette perte accrue. Et les conséquences, c'est quoi alors? La conséquence, c'est que si vous enlevez la glace qui est stockée sur le continent, eh bien, ça devient de l'eau qui va dans les océans. Donc la conséquence est qu'aujourd'hui, les glaciers comme les calottes contribuent à peu près pour 2/3 de l'élévation du niveau de la mer actuelle, c'est-à-dire de 2 mm par an. Donc chaque année, parce que les glaciers et les calottes perdent de la glace, notre niveau de la mer augmente. Ça paraît peu, 2 mm par an, et pourtant c'est assez peu, mais la difficulté, c'est que cette contribution, elle était nulle il y a 20 ans. Donc toute la question est de savoir si c'est sporadique, ou si ça va se poursuivre et éventuellement s'accélérer. Et on a certaines craintes, notamment sur l'Antarctique, de voir ces retraits s'accentuer et éventuellement relâcher à l'échelle de plusieurs siècles des quantités d'eau substantielles qui sont de l'ordre du mètre. Alors ces chiffres, on en entend beaucoup parler. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les gouvernements font ce qu'il faut pour arrêter cette accélération? Il y a un grand rendez-vous au mois de décembre qui est la conférence internationale à Paris sur le changement climatique, un petit peu l'équivalent de ce qui s'était passé à Copenhague. Vous attendez beaucoup de ce rendez-vous?
C'est indispensable que l'on avance. Merci beaucoup Gaël Durand d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment. Un mot de football pour vous dire qu'Esfandiar Bakhtiar est le nouveau président provisoire d'Évian Thonon-Gaillard. L'homme d'affaires irano-suisse et actionnaire majoritaire succède à Joël Lopez, qui était en poste depuis décembre 2013. Son départ a été annoncé hier et sans surprise lors du conseil d'administration du club relégué, vous le savez, en Ligue 2. Comme chaque mercredi, nous retrouvons notre chronique scientifique avec la recherche historique sur le chevalier Bayard, dont la statue trône sur une place grenobloise. Petit noble du Grésivaudan, natif de Pontcharrat, il est devenu héros national sous François Ier. Le chevalier sans peur et sans reproche a forgé sa légende lors des guerres d'Italie. Xavier Schmitt, Jean-Pierre Rivet. Le chevalier Bayard, statufié à Grenoble. Un héros glorifié combattant pour Dieu et le roi. La statue a été dressée en 1823 sous la Restauration. La monarchie récupère alors des figures historiques pour redorer son blason. L'historien Stéphane Gall en montre un autre exemple dans l'église toute proche, la collégiale Saint-André. Le tombeau de Bayard date de 1822. 3 siècles après sa mort, ses restes présumés ont été transférés d'un couvent, mais leur authenticité n'est pas prouvée. Ici, on voit exalter les vertus de courage, de force, de foi, de loyauté à l'égard du régime, du roi, puisque c'est une statue qui date de l'époque de la Restauration et donc d'un retour à certaines valeurs de la monarchie. Pour la recherche historique, c'est un cas d'école, un jeu de piste entre la réalité et la légende. Le château de Bayard, monument historique, a été relevé de ses ruines au XXe siècle. Le seigneur Pierre Terrail serait né ici entre 1473 et 1476. Il prend très jeune le métier des armes jusqu'à servir le roi de France. Voici le président des Amis de Bayard, une vénérable association. Elle se voue depuis 1938 à la saga et à la mémoire du chevalier réputé sans peur et sans reproche. Sans peur et sans reproche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était courageux et qu'il obéissait vraiment complètement aux lois de la chevalerie, qui étaient les lois morales finalement. Donc c'était un exemple. Ça, c'est sûrement vrai. Des certitudes et des doutes encore, un peu plus loin au musée d'Alvar. Une exposition retrace l'épopée du baroudeur dauphinois. Une célèbre bataille est commémorée. Marignan 1515, une énième guerre d'Italie, François Ier vainqueur. Et le roi aurait été fait chevalier par Bayard. Ce qui est sûr, c'est que la victoire a magnifié le soldat. C'était aussi un fin stratège, on le sait, à plusieurs reprises, il a fait preuve d'intelligence, de ruse. À Mézières, par exemple, on sait lors du siège de Mézières dans les Ardennes, il a fait preuve de ruse pour faire fuir l'armée de Charles Quint. Sa gloire éclate après sa mort en 1524 et la défaite de Pavie, toujours en Italie, en 1525. François Ier est fait prisonnier, un désastre que les chroniqueurs du temps vont occulter. On va réécrire la vie de Bayard en exaltant ses vertus, en augmentant un petit peu sans doute aussi l'histoire et la gloire du personnage, de manière à donner un modèle à la France, qui n'en a plus après cette défaite de Pavie. Figure héroïque, modèle national, le mythe de Bayard a traversé les siècles. Exalté par la royauté, il le sera aussi sous la Révolution, l'Empire et la République, jusque dans les années 1960. Et c'est la fin de ce journal. Très bel après-midi.